Bonjour, je m'appelle Bernard Saxel, j'ai 97 ans 3/4 et je suis entré en maçonnerie le 21 juin 1948, il y a donc 75 ans. Devant le Grand Palais, le général Schaumburg, commandant de la place de Paris, passe les troupes en revue. Avant de vous parler de mon entrée en maçonnerie, il faut que je vous parle un petit peu de cette période très difficile, très triste, de 1940, 14 ans, à 1944, où pendant 4 ans, on a vu les Schleux, les Teutons, les Frisés, les Grisés, et bon, c'est les 4 années les plus difficiles de toute ma vie. On manquait du tout. Et pendant que les Allemands se gavaient, nous, on cherchait à manger. On cherchait du charbon, on courait après des pommes de terre, après du poisson, après du pain. Tout était rationné. C'était une époque de débrouille. On transgressait la loi pour tout. C'était une époque de peur aussi, parce qu'on ne savait pas si on allait être pris dans une rafle. On ne savait pas si on allait passer une nuit à cirer les boîtes des Allemands parce qu'on était rentré à 10h02 au lieu de rentrer à 10h. C'était la petite punition. Ça n'allait pas arriver parce que ma mère m'interdisait de sortir le soir. Tout était interdit quasiment, sauf d'éternuer, sauf de dire « vive le maréchal ». Mais mes parents essayaient de me faire mener une existence à peu près normale. J'étais au lycée, ou plus exactement au collège même à cette époque, et fin 1941, il y a eu une exposition anti-maçonnique. La maçonnerie, naturellement, était hors jeu. Les Allemands ne supportaient pas, M. Pétain non plus, M. Hitler non plus. Au Petit Palais vient de s'ouvrir l'exposition maçonnique qui jette la lumière sur la curieuse et mystérieuse mise en scène établie par les francs-maçons qui prétendaient ainsi à impressionner leurs adeptes. Les élèves de tous les collèges et lycées devaient obligatoirement aller la visiter accompagnés de leur professeur principal. Celui que j'avais était le professeur de français, qui était un professeur extraordinaire. Il s'appelait M. Bonnel, j'ai toujours son nom en tête. Et je me demande toujours s'il n'était pas maçon, déguisé. Enfin, on est allés tous ensemble au Grand Palais à Paris, et là, il nous a dit « Vous regardez, vous faites ce que vous voulez, moi je vous attends à la sortie dans 1 heure ». C'était relativement mal fait pour être franc, mais on a vu des messieurs grands avec des cordons larges sur la poitrine qui avaient l'air sérieux, doctes. Combien revêtirent le tablier maçonnique ou passèrent à leur cou ces sautoirs brodés de signes cabalistiques, symboles de leur puissance secrète, aujourd'hui anéantie. Leur comportement me semblait totalement différent de ce que je voyais quand défilait la milice ou, pire, des SS. Loin d'être des gens ridicules avec leur tablier, ils devenaient tout d'un coup des maîtres à penser. Et je suis entré en maçonnerie grâce à cette exposition qui a eu l'effet totalement contraire de ce qu'elle cherchait. Mais pour l'instant, je n'y pensais pas du tout et on est ressorti, on a retrouvé notre professeur qui nous a demandé ce qu'on en pensait. Bon, il y en a beaucoup qui ont dit oh, rien. Moi, je lui ai dit c'est bien. Hein, j'ai
un collègue de ma mère qui est, m'a-t-on dit, franc-maçon, et c'est un type très 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 bien. Et il m'a dit, tais-toi. Bon, et puis voilà, nous sommes rentrés au collège et on n'en a plus parlé. La vie sous l'occupation a continué, mais plus tout à fait normalement. Parce qu'il est possible que mon père ait fait quelque peu de résistance. Je dis bien, il est possible. Et il est possible que j'ai été résistant 2 jeudis après-midi. À l'époque, nous, on n'allait pas à l'école le jeudi après-midi. Mais mon père, lui, travaillait dans un bureau de poste jusqu'à ce qu'il soit foutu à la porte. Ils ont appris qu'il était fils de juif, donc salut les copains. Et un jour, fin 1941, il m'avait donné 2 enveloppes. Et il m'avait dit, tu vas aller à tel endroit, tu sonneras, il y a quelqu'un qui va t'ouvrir, et il y avait une sorte de mot de passe. Et lui te répondra, il te dira, moi je ne me souviens plus du tout du mot de passe, il te dira aussi une petite phrase. Si il ne te dit pas cette phrase-là, tu t'en vas. Bon, alors je suis monté au 6e étage, il y a un monsieur qui avait un petit accent, je lui ai dit bonjour monsieur, le ciel est étoilé la nuit, et il m'a répondu mais pas le jour parce qu'il y a du soleil, etc. Et je lui ai donné le permis, il m'a dit au revoir et tu t'en vas vite. Et 2 jeudis de suite, il m'a fait ça. Alors, est-ce que j'ai donné des trucs pour que ça parte en morse à Londres? Je n'ai jamais su. À mon avis, comme il travaillait à la Poste, il était le facteur d'un petit groupe de résistants. Mais tout s'est arrêté vers la fin 41, où il est parti se terrer dans une champignonnière. Il a fait surface à la libération de Paris, où j'ai un petit peu participé, mais pas beaucoup. À ce sujet, j'ai une anecdote qui peut intéresser les gens. À la libération de Paris, j'habitais à côté du cirque Medrano, dans le 9e arrondissement. Et quand on traversait le boulevard Rochechouart, on était dans le 18e arrondissement. Naturellement, les résistants du 9e avaient fait une barricade. Et les résistants du 18e avaient fait une barricade. Ce qui fait que quand les Allemands passaient à toute vitesse, paf, on leur tirait dessus. L'ennui, c'est qu'on se tirait mutuellement dessus. Alors, on avait fait un accord, des heures paires aux heures impaires, c'était le 9e qui tirait, et des heures impaires aux heures paires, c'était le 18e qui tirait. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même. Il fallait bien se venger un tout petit peu de tout ce qu'il nous avait fait. Et en 1944, juste après la libération de Paris, j'ai demandé à mes parents, j'avais 18 ans, de m'engager dans l'armée parce que je voulais être pilote. Donc j'ai passé l'examen médical, parfait, formidable, bon, très bien. Et puis on m'a donné une palette où il n'y avait pas de chiffres pour moi, il y avait des points. Ils m'ont dit, bon, merci monsieur, c'est fini. Alors vous êtes inapte parce que vous ne voyez pas les couleurs. Alors je me suis retrouvé dans un service qui s'appelait la mission d'information scientifique et technique, et j'étais espion pendant 1 an et demi ou 2 avec le grade de 2e classe, dont je suis très fier. J'ai été démobilisé en janvier 1946. Et j'ai trouvé tout de suite du travail comme dessinateur industriel, qui avait été ma première formation. Et bon, ça a été une année assez terne. Et mon père est tombé assez gravement malade. Et il est mort 2 ans plus tard, en 1949. Vers la maçonnerie. Pourquoi je suis entré dans la maçonnerie? Donc, je reviens à ma fameuse exposition, mes très très courtes discussions avec le professeur,
et le souvenir du maçon que je connaissais. Et je passais assez souvent rue Cadet, qui était le quartier où mes parents habitaient. Il y avait une très très belle grille en fer forgé au numéro 16, et au-dessus il y avait écrit « Grand Orient de France ». Et tout ça, ça a marché, ça a marché. Je me suis souvenu de l'aide morale, dans un certain sens, que les maçons de l'exposition m'avaient offert. Et je me suis dit, mon père est malade, je voudrais trouver des oncles, parce que je me sens tout seul, fils unique. Et un jour, j'ai été faire toc toc toc, je suis entré, il y a un monsieur, moi je suis petit et maigre, et à l'époque j'étais très petit et très très maigre. Et lui, il devait faire 1m80 et 85, 86 kilos. Pour moi, c'était un éléphant. Et l'éléphant a demandé au frelon que j'étais, « Et pourquoi tu veux rentrer en évolution ?» Ça, c'était la question piège. Hein. C'était difficile. J'ai balbutié 2-3 petites choses et je le voyais sourire. Et c'était pas un sourire moqueur, c'était une sorte de sourire attendri, en disant celui-là, il est curieux, il m'amuse. Et il m'a dit, voilà, il faut que tu rédiges une demande d'entrée dans la maçonnerie. J'ai dit, bon, bah, oui. Eh bien oui, tiens, voilà une feuille. Bon, j'ai écrit 20 lignes à peu près, et puis j'ai signé, il a pris, bon, on va s'en occuper. 3-4 mois après, j'ai reçu une lettre d'un monsieur qui me disait « Je voudrais vous rencontrer chez vous, pouvez-vous me fixer un rendez-vous ?» Bon, ça s'est fait, il est venu, et on a passé 1 heure chez moi, enfin chez mes parents, dans la chambre que j'occupais. Il m'a posé tout plein de questions sur l'occupation, sur moi, sur mes parents, etc. Puis il est parti. Et j'ai reçu une 2e lettre, encore 1 mois après, et là j'étais chez un monsieur qui habitait boulevard des Batignolles à Paris, et là on a reparlé encore une petite fois, et puis j'ai reçu une 3e lettre qui me demandait de me présenter rue Cadet un vendredi soir à 20h pour une audition. Bon, j'y suis allé. Et là, ça a été la première épreuve stressante, le premier passage sous le bandeau. Et le jour de mon initiation est arrivé. J'ai subi les dernières épreuves sans problème, avec 4 autres profanes. Et à un moment donné, voilà, la lumière nous a été donnée. On a pu voir non seulement le décor somptueux du temple 4, mais également tous ceux dont nous allions devenir les frères. Et en tant que maçon du 1er grade apprenti, je suis resté muet, ce qui m'évitait de dire des bêtises, et j'ai écouté les autres avec beaucoup d'intérêt, et disons que j'en ai trouvé 2 ou 3. Et ces oncles-là ont eu une lente, très très lente influence sur moi. Et le rituel, parce que bon, dans la maçonnerie, il y a aussi un rituel. Je me suis assez rapidement adapté à ce rituel. À la santé de notre nouveau frère. À votre santé. Mais la vie maçonnique ne se déroule pas que dans les loges. Elle se déroule également dans le monde entier, dans le monde profane. Et je n'ai pas vécu 75 ans de maçonnerie en loge, j'ai vécu 75 ans de maçonnerie dans la vie réelle. Et c'est là, vis-à-vis des autres, où j'ai pu être un maçon, toute ma vie jusqu'à la retraite. Mais si je fais un retour en arrière, qu'est-ce que ça m'a apporté?
le respect des autres. Ça m'a permis aussi de vivre dans des pays où j'étais l'étranger. Professionnellement, je suis resté 2 ans et demi à Saigon, qui était à l'époque le Sud-Vietnam. Je suis resté 2 ans au Cameroun, où j'étais le blanc, c'était encore le protectorat français. Je suis resté 1 an et demi en Tunisie, où là, c'était du temps de Bourguiba, et je me suis senti extrêmement à l'aise. J'ai fréquenté une loge à Tunis qui était vraiment extrêmement vivante, faite avec des Tunisiens qui travaillaient à la renaissance de la Tunisie, à la démocratie de la Tunisie. Et j'ai un peu repris grâce à eux, non seulement l'époque de l'après-occupation, mais je me suis dit, je suis en train de revivre 1790. La démocratie, la vie libre. Après la Tunisie, je suis revenu bien sûr en France et j'ai vu une nouvelle génération arriver. Et là, je me suis installé dans mon fauteuil d'ancêtre et mon fauteuil de vieux maçon. Et là, j'ai eu droit des médailles. C'est pas les Jeux Olympiques, mais c'est des médailles. Et celle-ci, c'est pour mes 50 ans de maçonnerie. Elle est bien, elle est gentille. Et ça, c'est la médaille des 60 ans. Alors là, ça m'imposait. Et puis j'ai eu la médaille des 70 ans. Très belle. Récemment, là j'ai dépassé le seuil, c'est la médaille des 75 ans de maçonnerie. On ne doit pas être très très nombreux à avoir fait ça, mais si on me demandait qu'est-ce que j'entends par expérience maçonnique, je serais finalement très très embêté. La maçonnerie, pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de gens d'opinions assez différentes, mais qui tous savent respecter les autres. Pour moi, le maçon type œuvre pour le pays, pour le monde, pour la paix, pour la compréhension des autres. Et la maçonnerie, finalement, c'est ça. Je ne vous en dirai pas plus. Bon, alors, à la recherche des lunettes perdues. Hop, c'est parti. On voit des voitures là qui passent le long. Ben voilà. C'est terminé.